Merci Guillaume et merci pour l'invitation. Effectivement, j'ai quelques slides à vous partager. L'idée sera quand même un peu de pouvoir échanger en fin de présentation. Pour vous présenter déjà The Cop rapidement, The Cop, c'est un studio de croissance digitale que j'ai monté avec mon associé Jean-Philippe Cogniec, qui est anciennement patron du digital chez MSC Croisière. Et grosso modo, on accompagne aussi bien des startups, scale-up que des PME et ETI, surtout dans l'univers de l'outdoor, autour de leur croissance digitale, qui couvre beaucoup de sujets. Et pour faire ça, on mène pas uniquement des missions de conseil, mais aussi des projets qu'on met en œuvre en s'appuyant sur un collectif de plus de 100 freelances et puis des portefeuilles de près de 30 tech. Et nous avons 3 mois aujourd'hui. Ce qui vous montre quand même la solidité et toute la seniorité de The Cop. Mais derrière The Cop, on a quand même 15 ans d'expérience cumulée entre Jean-Philippe et moi. L'idée du sujet aujourd'hui, et c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement, c'est le sujet du développement durable et de la croissance. Grosso modo, on a souvent tendance à opposer la circularité et le développement durable avec des enjeux de croissance économique. Il y a deux phénomènes qui sont intéressants, qui se confirment à la sortie du confinement et de ces 2 dernières années. C'est la croissance du e-commerce dans l'industrie de l'outdoor et du sport. C'est quasiment maintenant 50% du business qui est réalisé en ligne. Et en parallèle, ça a été moins vu et suivi, mais on a vu une explosion de la seconde main ces 2 dernières années. Et comme vous le voyez à droite, ça c'est une simulation. Alors ce sont des chiffres qui sont les chiffres dans l'univers du prêt-à-porter de la mode. Donc ils vous montrent une projection déjà de l'évolution du chiffre. C'est maintenant 15 milliards qui est réalisé en seconde main dans l'univers de la mode, avec une projection en 2025 à 70 milliards splittés entre seconde main et don. Quand on regarde aussi toujours dans cet univers, parce qu'il est assez intéressant et assez proche de notre industrie, toujours dans la mode, ce qu'on voit se profiler, c'est une métamorphose de la distribution et aussi des modes de consommation. Vous voyez qu'en 2010, la seconde main pesait 44%. Les projections amènent plutôt à 18% en 2030. Mais il y a aussi d'autres canaux qu'on voit énormément progresser, notamment en violet, les discounters. C'est une des conséquences de l'émergence du e-commerce, c'est cette bataille frénétique sur le prix et donc l'émergence d'énormes acteurs discounters ou déstockers. Et puis, on voit aussi l'allocation arriver, les DNVB, ce qu'on appelle les Digital Native Brands. Donc, ce sont des marques qui sont lancées ces dernières années, mais en premier lieu via le digital. Et les canaux traditionnels qui, eux, s'effondrent. À savoir les department stores, les grandes enseignes et les retailers classiques. Donc, c'est intéressant de regarder cette évolution dans l'univers de la mode et de pouvoir imaginer comment l'industrie de l'outdoor et du sport pourrait évoluer demain, sachant qu'effectivement, dans l'appareil mode, on a vu le e-commerce émerger quand même bien avant notre industrie. Donc, le parallèle est assez intéressant à regarder, avec quand même différentes menaces qui peuvent pointer. La première, elle est sur le prix. On le voit, il y a un fait quand même assez saillant aux US, qui est que 50% des recherches produits faites sur le web sont faites sur Amazon. C'est-à-dire que Amazon est en train de totalement dépasser Google en tant que moteur de recherche lié à des recherches produits. Ce que ça dit aussi, c'est que le conso maintenant a une transparence absolue sur les prix pratiqués autour d'un produit. C'est-à-dire qu'en 2 clics, vous avez quasiment la garantie d'avoir le meilleur prix. Ce qui est quand même un challenge énorme pour des marques, puisque mécaniquement, plus on a de concurrents, plus le prix sera tiré vers le bas. Et avec cette difficulté pour les marques d'exprimer la valeur réelle d'un produit.
autre que par le prix. On l'a vu aussi, c'est le poids des déstockeurs et discounters qui prend de plus en plus d'importance sur le marché. Et puis, comme je l'ai dit précédemment, une bataille potentiellement mortifère autour du prix, puisque on va finalement driver le discours autour d'un produit essentiellement et surtout autour du prix. Le deuxième impact, il est plutôt sur l'offre. Typiquement, ce qu'on appelle le modèle de la fast fashion, qui est cette capacité pour un distributeur ou une marque à renouveler ses collections de plus en plus rapidement. C'est un modèle qui est de plus en plus remis en question. On l'a vu précédemment, c'est un canal qui va perdre, voire stagner dans les années qui viennent. Même si on a un exemple totalement contradictoire aujourd'hui avec Shein et l'explosion de cet acteur, mais qui se concentre plutôt sur la cible très jeune des 12-18 ans. On s'attend quand même à avoir une offre de plus en plus challengée. Et puis, des distributeurs brick and mortar qui n'ont pas pris le tournant digital, qui sont eux aussi à risque. Et la troisième menace, elle est aussi sur le produit et sur le marché du produit neuf. Parce qu'on l'a vu, la seconde main peut potentiellement peser 20% du marché demain. Donc, pour un marché qui ne croît pas à la même allure, finalement, c'est autant de parts de marché qui sortent des radars des marques. Et donc, c'est autant de consommateurs qui ne vont plus acheter du neuf et vont se porter sur la seconde main. Et enfin, le dernier, et qui est un enjeu pour beaucoup des marques de cette industrie, qui est la responsabilité durable et sociétale des marques, de plus en plus attendue, après le prix et la qualité. Le sujet autour de la seconde main, forcément, c'est une dimension qu'on commence de plus en plus à regarder en tant que conso. C'est forcément l'impact carbone. Ici, vous avez l'impact carbone d'un produit de seconde main versus un produit neuf, tant dans l'émission de gaz carbonique que la consommation énergétique ou la consommation d'eau. On voit de façon assez nette l'impact et la vertu de la seconde main. C'est grosso modo ce qui est estimé 82% d'impact en moins via un produit de seconde main versus du neuf. Ce qu'on voit aussi, c'est que les Français sont de plus en plus sensibles et ouverts à considérer d'autres modes de consommation, que sont la seconde main ou la location, surtout les jeunes générations. Alors, les générations plus avancées sont sensibles, mais vous le voyez de façon quand même moins nette. C'est près de 59% pour les plus de 65 ans, alors que c'est quasiment 4 Français sur 5 âgés entre 18 et 24 ans. Même s'il y a un intérêt pour la seconde main ou la location, il y a aussi des freins assez nets pour ces consommateurs. Le premier, c'est que certains préfèrent tout bonnement acheter des produits neufs. Le deuxième, c'est plus un souci d'hygiène. Et c'est là que justement, ce qui sera intéressant à suivre, c'est comment le marché de l'occasion évolue et comment le marché va se structurer entre ceux qui reconditionnent et ceux qui vendent et qui sont juste un intermédiaire entre des consommateurs. Mais on voit qu'il y a un besoin quand même de réassurance sur le produit et son retraitement ou reconditionnement. Le troisième frein, il est plus sur la qualité du produit, c'est-à-dire d'avoir une vérification de la qualité du produit, une réparation faite et une certification de cette réparation, de ce reconditionnement. Donc on voit que ce sont des freins finalement assez psychologiques et on cerne assez rapidement l'intérêt et l'opportunité que ça peut poser pour des marques qui peuvent être une vraie caution justement dans ce marché de la seconde main pour apporter cette caution sur l'hygiène, la qualité, une certification de reconditionnement opéré par la marque. Donc, ce qui est une menace peut être aussi une opportunité pour des marques à se positionner sur ce marché qui va énormément croître dans les années qui viennent.
Le dernier, et là aussi, il est lié à un facteur de réassurance, c'est la peur d'être escroqué. Puisqu'on l'a vu jusqu'à maintenant, beaucoup de la seconde main est activé et accéléré beaucoup par des pure players qui mettent en relation des différents consommateurs, mais sans aucun contrôle. À la différence d'un vestiaire collectif, qui à ce titre est assez intéressant, dans l'univers du luxe, qui lui s'engage personnellement à vérifier chaque produit. Donc vous, conso, vendez un sac Louis Vuitton, ce sac passera systématiquement entre les mains du hub logistique vestiaire collectif pour un contrôle qualité et d'authenticité avant d'être expédié au consommateur final. Ce qui n'est pas le cas de toutes les autres plateformes comme Le Bon Coin, Vinted ou d'autres pure players spécialistes. Donc on l'a vu, c'est une opportunité pour des marques et certaines se sont déjà mis à activer certains canaux durables, comme la location, avec Adidas, Quechua, Picture, la réparation, qui a été activée il y a très longtemps par Patagonia, Norona l'a suivi aussi, Arterix qui s'est mis aussi à la revente de produits d'occasion, et puis le recyclage avec des initiatives de marques plutôt footwear comme On, Salomon ou Adidas. Ce qui est intéressant en slide précédent, c'est qu'on voit déjà l'ampleur des différents leviers à activer. C'est-à-dire qu'il y a plein de services à créer autour d'un produit. Et ce qui est intéressant, c'est de le prendre un peu dans une acceptation plus large, qui est de se dire, est-ce que ces leviers ne sont pas une opportunité justement pour appréhender le produit d'une autre façon? C'est-à-dire qu'un produit qui vaut 100 aujourd'hui, avec ses différents services, pourrait potentiellement avoir une création de valeur non plus de 100, mais de 180. C'est-à-dire que si le produit est testé, loué, réparé, revendu, recyclé, c'est tout autant de services qui permettent justement de changer et de totalement transformer la perception de valeur d'un produit. Et c'est ce qu'on commence à voir émerger, qui est un nouvel indicateur, qui est la Product Lifetime Value, qui est finalement un peu le pendant du Customer Lifetime Value en CRM. C'est de commencer à se dire quelle est la valeur que je peux générer dans le temps autour d'un produit. Et c'est là où le sujet peut être intéressant, puisque on trouve ici une vraie dimension qui permet de connecter des enjeux de développement durable avec des enjeux de croissance. Par Product Lifetime Value, donc c'est ce que j'illustre ici, c'est les différents services qu'on peut imaginer autour d'un produit. Donc c'est le test produit, c'est la location, c'est la réparation, la revente, le recyclage. Mais ce qui est intéressant, c'est de le mettre aussi en parallèle avec le Customer Lifetime Value. Donc le Customer Lifetime Value, c'est un indicateur très utilisé dans le CRM qui consiste à mesurer la valeur d'un client dans le temps. Grosso modo, on va tenir compte du panier moyen consommé, la fréquence d'achat, sur une période de 2 ans pour se faire une idée de la valeur d'un consommateur. Et en fait, on se rend compte que ces deux dimensions, Product Lifetime Value et Customer Lifetime Value, auraient un vrai intérêt à être appréhendées comme un tout. Comme un tout, mais avec cette difficulté quand même, qui est de tracer un consommateur et de tracer un produit. Un produit qui est distribué par différents canaux de distribution, comme le B2B, les marketplaces, le B2C ou la location, on n'a plus aucune traçabilité de ce qui vient dans le temps. Donc il y a ce premier enjeu qui est de comment trace-t-on un produit, et de la même façon, comment trace-t-on un client qui a acheté pour la première fois via un site de marque ou un revendeur, et comment le suit-on après au fil du temps. Finalement, c'est les deux mêmes sujets et les deux faces d'une même pièce qui sont de se dire comment je crée de la valeur dans le temps avec une connaissance produit et une connaissance client. Et c'est tout le sujet de la data, puisque quand vous considérez le produit ou le client, finalement, c'est comme essayer de chercher une épingle dans une meule de foin. Si vous n'avez pas les outils pour le trouver, ça peut durer une éternité. Sachant qu'on ne parle pas d'une seule meule de foin, on en parle de dizaines éparpillées aux quatre coins du web. Et donc le sujet,
pour nous, il est là, et c'est là qu'on a essayé de beaucoup creuser. C'est de se dire, mais finalement, au tout départ, il y a le sujet de l'identité du client et comment je réussis à trouver l'identité de ce client et de le suivre dans le temps. Et de la même façon, comment je crée une identité de mon produit et je suis ce produit tout au fil du temps. Et donc, c'est les deux mêmes sujets. Et au cœur de tout ça, et c'est là qu'on voit une opportunité géniale pour les marques, c'est de se dire finalement le seul point de contact que j'ai avec mon client final, c'est le produit. Et donc se dire comment intégrer une identité ou une carte d'identité de mon produit qui soit facilement activable dans ce produit pour le suivre, mais aussi suivre mon conso. Et finalement, l'un des meilleurs leviers, c'est le certificat de garantie. Dans le luxe, c'est le certificat d'authenticité. Et c'est là que le sujet du métaverse, dont on a beaucoup entendu parler ces 3-4 derniers mois, est intéressant. C'est une composante du métaverse qui est le NFT, le Non-Fungible Token, qui est finalement une clé non falsifiable et qui, transposée dans le monde réel, serait l'équivalent d'un acte de propriété ou un certificat de garantie totalement personnel et non falsifiable. Aujourd'hui, ce qu'on voit émerger, c'est des technologies qui, dans une puce NFC, donc c'est une petite puce qui fait à peine la taille d'une pièce, embarque une NFT. Donc c'est une puce qu'on peut insérer dans un produit et finalement, juste en la scannant avec son téléphone, générer une NFT, donc qui vous donne finalement un titre de propriété associé à ce produit. Mais en générant ce titre de propriété, la marque peut aussi demander l'identité du client et du coup démarrer tout ce cycle vertueux qui est de proposer au client des services à valeur ajoutée autour du produit, lui proposant de le réparer, de le revendre au sein de sa communauté, de suivre son recyclage et ainsi de suite. Et c'est là où les techs et le métaverse proposent une vraie révolution demain. C'est cette capacité justement à réunir deux mondes qui jusqu'à aujourd'hui ne se parlent qu'assez peu. C'est le produit et le client autour d'une même identité. Avec, pour des marques, au-delà de tout ça, une vraie facilité à suivre son client et suivre son produit, mais aussi limiter sa dépendance à Facebook et Google. C'est-à-dire qu'une marque devient vraiment propriétaire de la connaissance de ses clients, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, puisque la seule data que beaucoup de marques ont, c'est essentiellement via leur propre réseau de distribution, qui pour beaucoup représente 20 à 30% de leurs clients. Là, avec ce type de technologie, on a la possibilité de traquer potentiellement 100% des clients et surtout de les suivre dans le temps, tout en ayant un vrai engagement durable et responsable autour des produits, avec une marque qui s'engage à suivre le produit et à proposer des services à valeur ajoutée autour de ce produit et pour son consommateur. Je crois que nous avons fait le tour du sujet. Je crois que c'est ça. On a fait le tour du sujet. J'ai 10 minutes, si vous le souhaitez, pour échanger. Donc, si vous avez des questions, ce sera avec grand plaisir. Tout à fait, ouais. Merci beaucoup, Axel, pour cette présentation très claire, très complète. N'hésitez pas à vous manifester, que ce soit par le chat ou simplement en levant la main pour prendre la parole. Là, je vois Nina qui lève la main. Je te donne la parole, Nina. Oui, j'ai une question quand vous parlez des puces. Nina, il y a juste un très fort écho. Je sais pas quelque chose que tu peux faire de ton côté. Du coup, on l'a perdu. Non ? Ouais, elle a recoupé son micro, je crois, justement, pour nous. Ah bah voilà, elle va poser sa question via le chat. C'est une bonne idée. On va lui laisser formuler. S'il y a d'autres personnes qui ont déjà aussi une question en tête, n'hésitez pas à vous servir du chat également. Je pourrais les modérer ou vous donner la parole.
On va attendre la question de Nina. Donc, je reprends Nina hein, pour toi. Première question, donc quand vous parlez des puces, c'est un code à scanner ou autre? Je ne vois pas comment c'est en réalité. Alors, je vais montrer là. C'est une petite puce comme ça. C'est le genre de puce que vous avez sur les étiquettes de t-shirts qui servent d'antivol. Donc, c'est des puces qui sont intégrées généralement dans les étiquettes. Ici, ce qui est intéressant, c'est que embarqué dans cette puce, il y a un NFT. Donc, par exemple, je vous fais la démo en live. Je passe mon téléphone sur la puce et en fait, il reconnaît immédiatement le produit et je peux accéder à la carte d'identité de ce produit et du coup m'en déclarer propriétaire. Et en faisant ça, remplir mes coordonnées et j'aurai la possibilité d'avoir aussi bien des informations sur le produit, mais aussi des informations sur l'historique du produit, quand il a été produit, ou qui l'a possédé avant si il a été acquis par une autre personne, s'il a été loué avant d'en faire l'acquisition. Et donc, on peut quasiment créer une vraie histoire unique autour du produit et de son nouvel acquéreur. Vous voyez, là, j'ai fait le test avec mes AirPods, j'ai mis une puce de sucre. Donc, vous voyez, j'ai tout le descriptif, le prix quand je l'ai acheté. Et puis, je peux aussi avoir l'historique. Donc, il a été acheté à telle date et peut-être demain, il a été revendu à telle date. Donc, vous avez quasiment comme un livret de santé ou une carte d'identité ou un passeport, tout l'historique du produit. Et donc, il faut avoir effectivement, c'est la question suivante de Nina, des étiquettes. C'est effectivement une tech avec laquelle on travaille, qui se développe beaucoup et qui a fait déjà pas mal de projets dans l'univers du sport. Beaucoup autour des maillots de foot, en associant le footballeur au maillot. Et c'est une puce qui est intégrée dans l'étiquette, donc ce sont des puces qui sont conçues quand même pour résister au lavage et à des chaleurs importantes. Merci Axel. Il y avait une question, Noël, si tu veux prendre la parole. Ouais, merci, merci de la prendre. Ouais, est-ce que vous pourriez donner quelques précisions sur le métaverse? Vous avez un petit peu employé ce terme. J'en ai entendu, on va dire, un peu plusieurs définitions, donc je suis preneur de votre retour là-dessus. Ben, je crois qu'on est tous à essayer de se faire une religion ou de trouver une définition claire du métaverse. Déjà, en fait, le terme métaverse, on a fait quelques recherches là-dessus. Ce terme, il est apparu en fait avec l'annonce de Mark Zuckerberg et le changement de nom de Facebook en Meta. Donc, en fait, le terme en tant que tel métaverse, il est apparu avec ce changement de nom de Facebook en Meta. Et du coup, il y a eu un énorme chaos médiatique autour du terme métaverse. Mais l'idée, finalement, je crois que vous avez eu une conférence juste avant avec Jonathan Terry qui expliquait l'idée de jumeaux numériques. En fait, le métaverse, dans ma compréhension, hein, et ça vaut ce que ça vaut, c'est exactement la même idée, mais dans une acceptation beaucoup plus large. C'est finalement votre vie dans le monde digital. Donc, c'est reconstituer l'intégralité de notre environnement dans une déclinaison totalement digitalisée. Et donc, au cœur de ça, parce que pour faire tourner un système économique, il vous faut une monnaie d'échange, et puis il vous faut aussi une garantie de propriété. Vous avez du coup les bitcoins qui sont finalement l'équivalent des monnaies ou des devises du monde réel, et l'équivalent des titres de propriété ou actes notariés qui sont les NFT, qui vous permettent dans ce monde virtuel d'avoir ce certificat de propriété qui vous assure d'avoir la propriété du jumeau numérique d'une paire de Speedcross 5. Donc c'est une reconstitution
intégrale de notre monde, mais en virtuel. Avec finalement la difficulté, c'est que chacun, du coup, cherche à créer son propre métaverse. Donc, Meta en premier lieu, mais d'autres. Et donc, tout est à écrire. C'est qu'aujourd'hui, vous avez accès à plusieurs métaverses différents qui ne sont pas forcément interconnectés, qui seront peut-être aussi la cible d'acquisition par de plus gros acteurs. Donc, mais l'une des plus anciennes illustrations, c'est Second Life qui continue à exister. C'est exactement, c'est un métaverse à proprement parler. Merci. Très bien, je vois qu'il nous reste 2-3 petites minutes, s'il y a une autre question. Moi, j'en avais une plus directement, je me permets, puis n'hésitez pas, hein, si jamais. C'est juste sur on a beaucoup parlé de RGPD les dernières années sur la gestion de données. C'est justement par rapport à cette nouvelle gestion des données, comment on peut être garanti justement le droit à l'oubli ou justement voilà, tous ces questions qu'on se pose sur la possession des données. Là, ce serait un nouvel acteur qui posséderait de la donnée sur nous. Alors là, c'est la marque qui détient des données, puisqu'elle connaît le propriétaire du NFT en question. La grosse difficulté de la blockchain et du métaverse, c'est que effectivement, si vous perdez les clés pour retrouver votre code NFT, eh bien finalement, vous n'avez aucune garantie pour les retrouver. C'est arrivé à un ami d'amis qui avait acheté des bitcoins il y a 10 ans, qui a perdu son code. Et il avait acheté pour 1000 € de bitcoin il y a 10 ans. Et grosso modo, il s'est assis sur, je crois, près de 1 600 000 €. Parce que impossibilité de retrouver ses codes. Donc oui, il y a le sujet de la data. Il y a le sujet de la data, mais justement pour une marque, c'est intéressant parce qu'avec la RGPD, les marques ne peuvent plus acheter de données à des tiers. Et donc le sujet qui est de capturer soi-même la donnée de leur conso sera de plus en plus important dans les années qui viennent. Donc, et c'est là où justement cette techno qui permet d'associer l'identité d'un produit à un conso est pour le coup hyper intéressante pour des marques parce que c'est de la first party data, donc c'est de la data dont elles sont propriétaires et qui est totalement compliant avec le RGPD. Mais en revanche, c'est un flou complet sur la partie juridique. Il y a un cas d'ailleurs très intéressant qui est Nike, qui s'est opposé à SneakerX, qui est une plateforme de revente de sneakers d'occasion. Et en fait, SneakerX a créé un NFT autour d'une chaussure Nike et son jumeau numérique. Et du coup, Nike a revendiqué la propriété du jumeau numérique, là où SneakerX a dit « mais non, c'est juste une représentation d'une chaussure ». Ce jumeau numérique n'est autre qu'un certificat de propriété, ça n'est pas une propriété de la marque. Et donc, on est au tout début. C'est sûr que des sujets juridiques, il y en aura en pagaille dans les années qui viennent. Dans les mois qui viennent, d'ailleurs, je pense plus. Très bien, merci beaucoup pour les explications. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être avant de clôturer? Bon, eh ben, si ce n'est pas le cas, on va en rester là pour cette session. Merci beaucoup Axel, c'était très, très intéressant, très enrichissant. Merci à tous. L'enregistrement donc sera mis en ligne d'ici quelques minutes pour les personnes qui souhaitent le voir en replay ou qui souhaitent le partager autour d'eux. Ça reste un accès pour les participants pour le moment. N'hésitez pas à rester connecté sur la page de contenu pour les prochains événements. Donc ce soir, il y aura deux visioconférences plus sur l'innovation collaborative qui s'adresse particulièrement à tous ceux qui commenceront l'aventure du hackathon demain à 16h. Et demain midi, on aura également 3 interventions de vidéos préenregistrées, une visioconférence dans la continuité du programme du Digital Cross Outdoor. Donc voilà, je vous remercie encore à tous pour votre attention et merci Axel pour ton intervention. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée à tous.